Bonjour à tous, donc merci de m'avoir invité. Donc aujourd'hui, je suis là pour parler des ruptures de stock. Donc c'est un sujet assez vaste. Donc je travaille à l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Pour ceux qui connaissent pas trop ou pas du tout, donc c'est un établissement public qui est sous la tutelle du ministère de la Santé. Et donc les deux missions principales, hein, si je dois résumer, c'est d'offrir un accès équitable à l'innovation pour tous les patients et de garantir la sécurité des médicaments et des produits de santé tout au long de leur cycle de vie, donc depuis les essais cliniques et puis après la mise sur le marché. Donc je vous propose donc une intervention en deux parties. Je vais faire quelques généralités sur les ruptures de stock et je prendrai ensuite des exemples de ruptures de stock qui concernent plutôt plus particulièrement les maladies endocriniennes. Donc là, des chiffres, ce sont le nombre de signalements, alors rupture de stock et tension d'approvisionnement entre 2013 et 2018, et on voit qu'ils ont été multipliés par 2. Et si on regarde les chiffres entre 2008 et 2018, donc sur 10 ans, ça a été multiplié par 20. Donc c'est vraiment un problème que vous devez avoir régulièrement lors de votre pratique. Donc le circuit du médicament est assez complexe. On peut le découper en 3 parties. Donc la première partie, c'est tout ce qui concerne la production, hein, qui n'est pas forcément faite en France. Hein. Du fait de la mondialisation, on peut avoir des fabrications qui se font dans le monde entier. Donc fabrication de la matière première, le façonnage, la fabrication, le conditionnement, donc peuvent se faire dans des endroits, dans des sites complètement différents, dans des pays différents, pour un même produit. Et donc ensuite on a toute la partie qui va se passer en France, une fois que le médicament est sur notre territoire. Il y a toute la partie donc distribution par les grossistes acheteurs, les grossistes répartiteurs et les transporteurs. Et la dernière partie du circuit, c'est bien sûr la délivrance au niveau des officines et des PUI. Et donc, à toutes ces étapes, on peut avoir effectivement des problèmes qui vont engendrer des ruptures de stock. Les causes déclarées, on a donc dans 15% des cas des défauts qui sont liés à l'outil de production, donc un retard de fabrication, un retard de fabrication, voilà, une panne dans les équipements, et puis y avoir de multiples causes. Donc le deuxième point, c'est le manque de matières premières, donc, et d'articles de conditionnement, ça représente 15%. Ensuite, on peut avoir des problèmes de production et donc de capacité de production ou d'augmentation des volumes de vente. Par exemple, si on a une rupture de stock pour un médicament et que les médicaments alternatifs donc, voient leur volume de vente augmenter du fait de la rupture de stock de l'autre médicament, c'est une réaction en chaîne, on aura des tensions d'approvisionnement sur les autres produits. On peut avoir aussi des ruptures de stock qui sont liées à des non-conformités, puisque lorsqu'un médicament est libéré sur le marché, il y a tout test de contrôle. Et par exemple, dernièrement, on a eu les stylos injectables d'adrénaline, Emrad, où il y avait un problème sur le déclenchement de la seringue. Et donc, dans ces cas-là, on ne retire pas forcément le produit du marché. Il y a une non-conformité, elle était très rare, et compte tenu du fait que les stylos injecteurs concurrents ne pouvaient pas pallier à un retrait du marché d'Emrad, on a choisi la solution d'informer associations de patients, les professionnels de santé, on a travaillé avec eux et on a décidé de laisser le produit sur le marché, même avec une non-conformité, pour ne pas se retrouver dans une rupture de stock. Et la dernière partie, c'est sur donc les modifications d'AMM, tout ce qui est arrêt de commercialisation ou des problèmes logistiques qui représentent un quart des ruptures de stock.
Voilà, c'était pour vous donner une idée des classes thérapeutiques concernées. En fait, on peut dire que toutes sont concernées, surtout les médicaments du système cardiovasculaire, système nerveux, les anti-infectieux, sang et organes. Mais bon, vous voyez, tout est impacté. Alors là, c'est une définition qui me permettra de vous parler un petit peu de réglementaire. On définit donc les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Ce sont les médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie. Donc ça, c'est défini dans le Code de la santé publique. Et donc, en découlent des dispositions réglementaires nationales pour ces médicaments. Donc, lorsqu'il y a une tension d'approvisionnement, un risque ou une rupture de stock, ils doivent déposer, donc le laboratoire doit déposer un plan de gestion des pénuries et il doit aussi anticiper, informer et coordonner. Donc, dans le Code de la santé publique, il est écrit que l'entreprise pharmaceutique, donc exploitant un médicament d'intérêt thérapeutique majeur, informe la NSM de tout risque de rupture de stock ou de toute rupture de stock sur le médicament. Elle doit mettre en place, avec l'accord de l'agence, des solutions alternatives permettant de faire face à la situation. Et l'entreprise prend, avec l'accord de l'agence, toutes les mesures d'accompagnement et d'information des professionnels de santé, ainsi que des mesures permettant l'information des patients, notamment via les associations de patients. Alors, de notre côté, qu'est-ce qu'on fait à la NSM? Donc, on met en place un certain nombre de mesures lorsqu'on a un signalement. On va d'abord analyser le risque lié à l'indication du médicament. C'est souvent en concertation avec les associations, avec les sociétés savantes et nos experts. On fait un suivi du stock donc auprès du laboratoire concerné. On va demander parfois le contingentement, donc soit qualitatif, donc réserver le médicament pour certaines indications indispensables, ou soit quantitatif. Donc on demande au laboratoire de doter les grossistes répartiteurs en fonction de la distribution de leur part de marché. Et ça, c'est important aussi, le quantitatif, ça permet de ne pas libérer tout le produit encore disponible et d'éviter l'effet épargne, l'effet écureuil, et des stocks qui soient constitués dans certains hôpitaux, mais pas dans d'autres, ou dans certaines officines. On va aussi contacter les laboratoires qui commercialisent des spécialités concurrentes afin de les prévenir et de leur demander d'augmenter leur fabrication. Et on va voir, le cas échéant, l'importation. Donc, il y a des médicaments disponibles à l'étranger et donc l'idée, et qui n'ont pas d'AMM en France. Donc, l'idée, c'est de demander simplement au laboratoire, dans certains cas, d'importer un produit similaire. Donc, dans ces cas-là, on n'importe pas n'importe comment. On va vérifier le dossier du médicament, notamment tout ce qui est qualité pharmaceutique. Bien entendu, si c'est un médicament qui vient d'un pays européen, voilà, c'est une vérification qui est très light. Et une partie donc très importante, c'est toute l'information qui passe par les sociétés savantes, les associations de patients, et on met en ligne sur notre site toutes ces informations. Alors bien sûr, il y a des limites, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. La NSM ne peut pas fabriquer, importer ou distribuer des médicaments. On n'a pas les compétences. On ne peut pas contraindre les laboratoires à produire ou à produire plus, ou à importer des alternatives appropriées. On peut les inciter, mais on ne peut pas les contraindre. Et on ne peut pas orienter les flux de stock qui seraient disponibles au niveau européen, au niveau mondial, pour la France. Et un dernier point pour cette partie assez générale, lié à ce problème croissant de tension d'approvisionnement, il y a une feuille de route qui a été élaborée par le ministère afin de mettre en place des mesures pour lutter contre les pénuries et améliorer la disponibilité des médicaments en France. Donc ça s'articule sur 4 axes. Le premier, c'est la promotion de la transparence et de la qualité de l'information, donc afin de rétablir la confiance et la fluidité entre tous les acteurs, donc que ce soit les professionnels de santé ou les patients.
Donc des actions de prévention et de gestion sur l'ensemble du circuit du médicament, le renforcement de la coordination nationale et européenne pour mieux prévenir les pénuries des médicaments, et la mise en place d'une gouvernance nationale pour gérer ce sujet. Donc, depuis le mois de septembre, se sont mis en place plusieurs groupes de travail pour discuter de tous ces axes. La dernière chose, donc, il y a aussi des mesures qui vont être mises en place dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc, il va y avoir une obligation pour les laboratoires de constituer des stocks de sécurité de 2 à 4 mois, permettant de couvrir les besoins de 2 à 4 mois. Et également une obligation de financer l'importation d'alternatives qui serait demandée par la NSM, et un renforcement des sanctions financières. Donc pour les laboratoires qui n'auraient pas mis en place leur stock de sécurité ou qui ne prendraient pas en charge les alternatives. Donc voilà, je vais vous prendre quelques exemples. Donc, le premier exemple, alors qui ne concerne pas forcément que les maladies rares, mais je pense que dont vous avez entendu parler, qui a dû impacter votre pratique, c'est la rupture de stock, la tension d'approvisionnement des corticoïdes oraux qui a eu lieu à partir d'avril 2019. Donc, les corticoïdes, c'est plus de 11 millions de personnes qui sont exposées à au moins une spécialité prédnisone ou prédnisolone au cours de l'année 2018. En France, on est particulièrement de gros consommateurs. Donc, pour information, je vous ai mis la comparaison des ventes de corticoïdes oraux en 2018. Donc, c'est rapporté à la population. Et donc, en France, on est à 11 unités standards par habitant en 2018. UK, c'est 9. Et pour Allemagne, Italie et Espagne, on est à 6 unités. Alors, quel était ce problème de tension d'approvisionnement? Donc, prédnisone et prédnisolone, c'est 10 laboratoires qui commercialisent ces spécialités sur le territoire national. Tous étaient concernés. Alors, pourquoi? Parce qu'ils avaient le même fabricant et qu'il y a eu donc des difficultés d'approvisionnement qui étaient liées à des retards pris au niveau de la production des spécialités. Donc, en particulier de leur fabrication. Ayant le même fabricant, toutes les spécialités ont été impactées. Et aucun laboratoire n'a pu mettre en place une réallocation des stocks, c'est ce qu'on leur demande toujours, c'est-à-dire que s'ils produisent à la fois pour la France et d'autres pays, on leur demande de réallouer leurs stocks vers la France, et il s'avère que ces laboratoires ne fabriquent que pour le marché français. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Au départ, bien sûr, on a suivi les stocks et les approvisionnements, donc toutes les données que nous transmettaient les laboratoires, les 10 laboratoires, et on a travaillé avec le CNOP, donc l'ordre des pharmaciens, pour récupérer les données de dispensation et avoir vraiment tous les chiffres tout au long du circuit. Avec les laboratoires, donc il y avait une interdiction d'exportation, puisque vous savez que il est possible de fabriquer, d'avoir sur le marché français et d'exporter. Et une interdiction aussi des ventes directes aux officines, de façon à ne pas désorganiser le circuit. On a demandé un contingentement quantitatif et on leur a demandé de travailler sur des importations. Donc, ils ont trouvé des possibilités. Les dosages, en fait, de prédnisone, prédnisolone sont assez différents entre les pays européens. On voit des spécialités dans d'autres pays européens qui étaient à 25-30, qui ne posaient pas non plus de problème. On pouvait importer ces spécialités, mais avec une information adéquate. Et pour ce qui est du fabricant, donc là où il y avait tous ces problèmes de fabrication, on a travaillé avec eux, on leur a demandé d'augmenter la cadence et de nous informer régulièrement de ce qui se passait, d'où ils en étaient. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ça a duré quand même assez longtemps, mais on est arrivé à rétablir la situation. Donc, on les a convoqués plusieurs fois, à la fois les laboratoires, les fabricants, les intermédiaires, pour les rappeler à l'ordre et leur demander de mettre en place des solutions alternatives et de travailler. Donc, on a travaillé en collaboration avec eux.
il y a eu des inspections. La NSM a un service d'inspection. Et donc qui sont allés voir si effectivement l'interdiction d'exporter était bien suivie, et puis bon, pour d'autres choses sur le site de fabrication. Et on a eu bien sûr une information. Dès le départ, on s'est mis en contact avec beaucoup de sociétés savantes, dont la SFE pour ce qui nous concerne, et puis l'Ordre des médecins et des pharmaciens, et beaucoup d'associations aussi de patients ont été contactés. Donc on a fait une information sur notre site internet et on a émis des recommandations. Alors compte tenu des indications très larges des corticoïdes, ça a été ce sont des recommandations assez générales sur réserver la prescription à des indications indispensables. On n'a pas pu aller plus loin à ce stade. Juste pour vous donner une idée de ce qu'on trouve sur notre site internet, comme on avait ce suivi renforcé donc des approvisionnements, donc toutes les semaines au départ, et puis après ça s'est fait tous les mois, on a pu produire des chiffres sur les couvertures des spécialités, donc savoir si les stocks et les approvisionnements pouvaient couvrir les besoins sur la période d'un mois. Donc même parfois, si c'était vert, on avait des retours parce que finalement, il y a une disparité, une hétérogénéité du circuit de médicaments et d'approvisionnement, et on pouvait effectivement avoir des disparités régionales, des officines qui avaient un stock tout à fait convenable et d'autres officines qui n'avaient pas de stock. Donc c'était vraiment un sujet très compliqué à gérer, notamment par rapport au nombre de personnes exposées. Alors, le deuxième exemple, donc c'est avec la métopyrone qui a fait l'objet d'une rupture de stock en février 2019. Alors, c'était dû à un défaut de production de la substance active conjugué à un défaut de fonctionnement de l'équipement au niveau du site fabricant du produit vrac et du produit fini. Donc là, il y a un enchaînement de problèmes. Donc il y a eu dès le départ des échanges avec la SFE sur les alternatives et il a été identifié donc une alternative mais qui n'était pas disponible sur le marché français, qui faisait l'objet, qui fait toujours l'objet d'une demande d'AMM au niveau de l'Europe, c'est le Osilodrostat. Et donc à ce moment-là, c'était le premier tour. Donc pour pouvoir mettre à disposition ce produit sur le marché français, donc sans AMM, on a mis en place des ATU nominatives, donc des autorisations temporaires d'utilisation, qui sont délivrées pour un médicament, pour un patient, pour un médicament donné. Et donc on a dû aussi travailler avec le laboratoire titulaire d'Osilodrostat, puisqu'il n'avait pas prévu ça, et donc on avait des stocks relativement limités, donc il a fallu au départ restreindre à certaines indications. Et donc le laboratoire a finalement déposé une demande d'ATU de cohorte, donc c'est une mise à disposition qui est un petit peu différente, où là c'est le laboratoire qui va centraliser, les demandes ne se feront plus à la NSM, et donc cette modalité va commencer à partir du 6 janvier 2020, donc on fera une information également. Et en ce moment même, l'AMM est discutée au niveau de l'agence européenne. Elle devrait recevoir un avis favorable, et donc la Commission européenne devrait devrait octroyer officiellement l'AMM d'ici 2 mois. Donc on est sur la bonne voie. Mais une fois l'octroi de l'AMM, le chemin n'est pas terminé. Le laboratoire devra demander un avis sur le remboursement auprès de la HAS et ensuite déposer un dossier auprès du CEPS, le Comité économique des produits de santé, pour une négociation du prix. Et donc la bonne nouvelle, c'est que la métopyrone a été remise à disposition en novembre 2019. Et alors, je vous ai pris un dernier exemple, c'est la gonadotrophine chorionique endo. Alors, la rupture de stock date de 2 ans, mais bon, je pense que c'est toujours d'actualité que vous devez utiliser les produits importés. Donc, c'était en fait un arrêt de commercialisation. Et donc, à ce moment-là, la seule alternative qui a été identifiée était Ovitrel, mais qui ne dispose pas des indications chez l'homme et chez l'enfant. Donc dès le départ, il y avait un usage hors AMM de l'Ovitrel qui était assez faible, et
suite à l'arrêt de commercialisation de la gonadotrophine chorionique endo, ça s'est développé, mais le problème, c'est quand même la prise en charge, puisque c'est un usage au AMM. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au niveau de la NSM? On s'est mis en relation avec le laboratoire titulaire, MSD. On leur a demandé de mettre en place des importations, donc d'un produit, du même produit, c'est Pregnil, qui était initialement destiné au marché belge, alors qui est sous forme de flacon et pas d'ampoule. Donc, les importations sont toujours en cours. Donc, vous pouvez avoir accès au Pregnil, les patients. Et donc, il y a un stock disponible jusqu'en mai 2020, mais donc, le laboratoire a prévu un arrêt de la commercialisation de cette forme-là, donc un arrêt mondial. On avait aussi échangé avec eux, avant de savoir qu'ils voulaient arrêter complètement la commercialisation, puisque c'était un arrêt de commercialisation de la forme ampoule. On leur avait dit, venez en France avec votre forme flacon, faites une modification de votre AMM et échangez, puisque vous continuez dans d'autres pays européens, restez en France avec une autre forme. Donc il y a eu des négociations, des discussions, des échanges, et finalement ils n'étaient pas intéressés, ils arrêtent complètement la commercialisation. On a recherché aussi d'autres spécialités. On a identifié Curapure des laboratoires Ferring, qui est commercialisé, il me semble, en Allemagne, mais en tout cas en Europe, c'est sûr. Il me semble que c'était en Allemagne. On a échangé avec eux. On leur a demandé s'ils étaient intéressés pour venir sur le marché français. Alors d'abord par des autorisations temporaires d'utilisation et ensuite une AMM. Et donc la tentative a échoué. Ils n'étaient pas du tout intéressés. Et le dernier point, c'est la recommandation temporaire d'utilisation d'Ovitrel pour les indications chez l'homme et l'enfant. Donc là, on a pas mal travaillé donc, avec la SFE et la SFEDP. Donc, c'est les deux sociétés savantes qui, au départ, nous avaient sollicité sur ce sujet. On a échangé avec Merck sur le sujet. On leur a aussi demandé s'il y avait une extension d'indication qui était prévue. À ce jour, elle n'est pas prévue, mais ça peut toujours changer. Donc la RTU va voir le jour et elle permettra une prise en charge qui doit se faire d'ailleurs au niveau de la DGS. La NSM octroie la RTU et la DGS ensuite publie l'arrêté de prise en charge. Donc la RTU va être publiée sur notre site dans peu de temps. Voilà, donc ça, c'est les 3 exemples que j'ai repris. Je pense que vous avez certainement des questions sur les ruptures de stock. Je vous ai mis là l'équipe maladies endocriniennes qui travaille à la NSM. Donc, elle est au sein du pôle endocrinologie, gynécologie, urologie, pneumologie, ORL et allergologie. On a différents profils. Muriel Usan, qui est évaluateur clinique, Tiffaine Vaillant pour la pharmacovigilance et pour la qualité pharmaceutique, chimique et biologique, Agnès Mambolé et Anne-Isabelle Wechter. La chef de ce pôle est Isabelle Yodjian. Je vous ai mis donc les contacts. Et donc, ce pôle est rattaché à la direction des produits en cardio, endocrino, gynéco, stomato, pneumo, ORL, dont je suis la directrice adjointe et dont le directeur est le docteur Jean-Michel Arras. Pardon. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention.